Bonjour et bienvenue au 53e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam, qui a l'air beaucoup plus festif que Vince. C'est notre 2e anniversaire. Ah, ben oui, c'est ça que j'ai dit. Je pensais que tu parlais que j'avais l'air fatigué, mais il y a des journées de même. Mais c'est vrai que c'est le moment d'être festif, là. Fait que 2 ans de Board Game Duel, 2 ans de combats, d'insultes et de mécaniques intéressantes. Et beaucoup de jeux. Ouais, ça pour ça, on en a parlé pas mal. Puis c'est pas fini. Oh no! Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est les jeux d'équilibristes. Là, on parle pas ici de se promener sur un fil, mais on parle ici de jongler puis de maintenir un équilibre entre deux éléments de jeu pour pouvoir faire un maximum de points. De mon côté, je vais défendre le jeu Beer and Bread, dans lequel il faut équilibrer notre production de pain et de bière. Puis moi, je vais vous parler de Between Two Cities, un jeu où on construit en même temps 2 villes avec nos 2 voisins de gauche et de droite. C'est la ville qui score le moins bien qui va être notre score final. On a 2 jeux qui vont avoir, c'est ça, ce petit aspect-là en commun. C'est les 2 jeux préférés de Thanos. Ils sont perfectly balanced, as all things should be. Oui. Donc, avant de se lancer dans notre comparaison, dans notre duel, on va parler on va faire un retour, en fait, sur l'épisode de l'année passée. Étant donné que c'était notre épisode anniversaire, on a décidé de poser des questions à notre auditoire. En fait, c'est notre auditoire qui nous pose des questions à nous. Ouais, on leur a posé la question, posez-nous des questions. Fait que, tu sais... Donc ouais, l'année passée, on avait répondu aux questions de l'auditoire pendant cet épisode-là, puis on a décidé de récidiver. On a eu des nouvelles questions sur notre Discord. On va commencer par y répondre. Donc Vince, c'est quoi notre première question? Donc, notre première question nous provient de Kanpai to That. Comment vos opinions sur le jeu ont-elles changé au cours des 2 dernières années? Moi, j'allais dire que j'ai vraiment vu beaucoup de diversité puis beaucoup d'ingéniosité dans les mécaniques qui sont parfois des mécaniques plus classiques. Puis j'ai trouvé que on se réinvente, le jeu se réinvente constamment, puis je trouve que ça rend le hobby encore plus intéressant, parce qu'on dirait que même si on parle juste de jeux de levée, on a fait un épisode sur des nouveaux jeux de levée, puis je trouve ça vraiment cool que même des concepts qui paraissent simples peuvent finalement devenir un peu plus complexes, puis des bons défis, des bons mind games. Ouais, moi de mon côté, je dirais que plus ça avance, plus je suis critique, puis justement j'ai moins cet aspect de découverte, parce que tu sais, quand tu joues à beaucoup de jeux, à un moment donné, ils finissent par se ressembler un peu, puis tu sais, sans dire que j'ai tout vu, ben souvent il y a des jeux qui arrivent avec on mélange ça puis ça, puis là je suis comme ouais, mais j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, mais là c'est juste des remis ensemble, mais ça c'est un peu plate comme réponse. Côté plus le fun, je dirais que j'ai plus d'appréciation pour les jeux solo maintenant. Tu sais, avant, c'était une petite sélection de jeux que j'acceptais de jouer en solo, puis maintenant on dirait que c'est comme plus normal, plus routinier, puis quelque chose que j'apprécie un peu plus là. Tu sais, je trouve que c'est relaxant, c'est limite méditatif, mais ça permet quand même de te creuser le cerveau. Là, j'ai fait beaucoup plus de parties en solo dans la dernière année, je pense, que dans toutes mes années de gaming. Je pense qu'on fait le tour, ça fait le tour de la question. Deuxième question qui nous provient de Board Game Dojo. Qui est juste encore Kanpai to That, mais qui a changé de compte. Oh! Quelle fourberie. Mais, vu qu'il m'a invité à son émission, on va laisser passer. D'ailleurs, on va être de retour en septembre pour un autre top 10. Mais je vous dis pas encore c'est quoi. Oh, suspense. Donc, la prochaine question. Quel est votre épisode ou discussion préféré? Ben moi, je pense que c'est notre explication de règle 101.
Parce qu'on a donné nos trucs pour expliquer les règles d'un jeu. Puis qu'on a donné une belle tape dans le dos collective à toutes les personnes qui expliquent les règles d'un jeu, parce que c'est un rôle qui est sous-apprécié, je trouve, autour d'une table de jeu. C'est pas quelque chose qui est facile. Je pense que c'est quelque chose que certains joueurs prennent pour acquis des fois, puis je tiens à souligner le bon travail de tous ceux qui prennent la peine de lire les règles puis de les expliquer aux autres joueurs. Puis j'espère que cet épisode-là vous aura donné des bons trucs si vous êtes la personne qui a à faire ce rôle-là dans votre groupe de jeu. Moi, de mon côté, j'ai hésité parce que les épisodes j'aime ça quand on a un invité. Je trouvais que ça ajoute une discussion de plus. Tu sais, nous autres, on se parle souvent, fait que c'est le fun des fois d'avoir comme un autre avis, une autre personne qui vient s'ajouter à la discussion. Puis je pense que un des épisodes qui était vraiment un bon défi pour moi, ça a été l'épisode 48 avec Pat, dans lequel on a fait un draft hors du top 1000. Fait que là, j'ai trouvé qu'on a vraiment pu essayer des trucs un peu plus champ gauche, qu'on a pu parler de choses qui sont un peu moins connues, un peu moins populaires. Puis j'ai vraiment aimé l'exercice. Bon, là c'est sûr qu'on a parlé de Guardians of Atlantis 2 quand même, mais mais j'ai trouvé ça cool comme exercice. C'est rendu que c'est toi qui le plug, c'est même plus moi. Ben non, plus besoin. Ben là c'est le running gag de toute façon, dès qu'on le dit, il faut le dire, puis plus on va en parler, plus ça va être drôle. Puis c'est ça, puis j'aime ça, tu sais, j'ai aimé ça aussi quand on a eu Marion, j'ai aimé ça quand on a eu Martin. Je trouve que ça ajoute un petit plus. David aussi, qui était notre premier invité. Ça fait un petit peu plus longtemps maintenant. Ouais. C'est un peu ça. C'est ces épisodes-là que je préfère, pour lesquels j'ai un petit faible. C'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des invités. Je pense que les gens vont apprécier aussi, là. Si je regarde au niveau de nos téléchargements pour ces épisodes-là, d'habitude, c'est pas mal dans les populaires, donc on va essayer d'en faire plus. Si vous avez des suggestions de gens que vous voudriez qu'on invite, ou si vous-même vous voulez être notre invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel ou un petit message. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Cool. Prochaine question de Jean-Mi_BCE. Est-ce que vous avez parfois envie de concevoir votre propre jeu? Puis en fait, et puis il y a une deuxième question après. Est-ce qu'il y a des concepts qui sont trop utilisés que vous avez hâte de voir passer de mode? Concevoir notre propre jeu, c'est sûr que ça pourrait être un défi assez intéressant. Là, c'est énormément de travail si tu veux qu'il soit bien ficelé puis tout ça. Mais en même temps, c'est comme une opportunité de dire, est-ce qu'il y a moyen de combiner nos mécaniques préférées pour en faire quelque chose qui se tient puis qui est le fun à jouer? Ouais, moi de mon côté, je trouve que c'est plus facile de critiquer que de créer. Fait que je pense que j'aimerais mieux être développeur que auteur. Tu sais, celui qui va prendre un design qui a déjà une bonne base, puis qui va, tu sais, peaufiner les détails, puis enlever le gras, puis tu sais, comme aller à l'essentiel. Puis j'ai fait beaucoup de playtests, là, que ce soit pour Guardians of Atlantis ou d'autres jeux aussi, là, Spirit Island ou d'autres qui ont pas été publiés encore, là. Puis j'aime justement d'avoir cet esprit critique là que veut pas on développe en ayant le podcast puis en parlant de jeu à tout bout de champ, mais de faire ça de manière constructive pour améliorer quelque chose qui existe déjà là, comme si jamais il y a un éditeur là qui cherche un développeur là, moi je pense que ce serait ma carrière de rêve là. Fait que on retrouve Grumpy Sam qui a la critique facile. Non mais de manière positive et constructive là. Et est-ce qu'il y a des concepts qui sont trop utilisés puis qu'on a hâte de voir passer de mode? Toulouse! Ça, c'est une thématique, tu sais, c'est oui. pas... Oui, mais comme il y en a quand même beaucoup trop, ça, j'aimerais ça qu'on passe à autre chose, mais sinon, mécaniquement, quelque chose que je trouve qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, puis que moi, c'est pas ce qui me plaît particulièrement, mais clairement, c'est populaire, là, c'est de mélanger le deck building avec autre chose. Que ce soit deck building avec placement d'ouvriers, ou deck building avec contrôle de territoire, ou deck building avec name it.
T'sais, on essaye de rajouter un aspect de deck building à peu près tout, là. T'sais, on l'a vu un peu dans Expédition, dans Lost Rune of Arnak, dans Dune Imperium, dans Endless Winter, Tyrants of the Underdark. T'sais, il y en a beaucoup des jeux de même, puis le deck building, j'haïs pas ça, mais tu sais comme j'en veux pas nécessairement partout, puis j'aimerais ça qu'ils essayent ça avec d'autres mécanismes. Mettons Brian Boru, là, qui est un mélange de majorité puis de jeu de levée. Tu sais, d'avoir des affaires un peu plus funky comme ça, je trouve que ça apporte. En tout cas, moi, je trouverais ça plus intéressant que juste du deck building plus autre chose. En même temps, ça a pogné dans les dernières années ces mix-là avec deck building. Tu sais, t'en as nommé quelques-uns, puis c'est tous des jeux qui sont super bien cotés puis qui ont pogné, là. Ouais, je sais, mais c'est ça, tu sais, comme, fait que là, vu que ça a pogné, tout le monde se garoche là-dessus, on dirait, là. Un peu comme les thèmes de nature, tu sais. Il y a eu le gros succès de Wingspan, puis après ça, t'as eu une trolley de jeux avec une thématique animaux, plantes, champêtres, etc. Mais... Puis toi? Moi, ça a l'air drôle, mais il y a pas une mécanique présentement qui m'a tanné encore. Tu sais, on dirait que en ayant plusieurs options tout le temps, en essayant plein de jeux qui ont toutes des mécaniques différentes, je vois pas encore le bout d'une mécanique. J'ai plus l'impression que justement on essaye d'innover puis d'en faire plus avec ce qui est là, puis de faire des combinaisons. Tu sais, oui, ça marche pas tout le temps. C'est pas toutes les mécaniques qui vont bien s'agencer, mais duquel je serais tanné vraiment. Je saurais pas dire. C'est bon, t'es encore naïf et candide. Ben oui, mais je pense que ça prend ça. Innocent comme un enfant. Ben oui, mais tu sais, moi je suis un peu... sur le innocent. Tu sais que c'est beau, l'innocence, tu sais, des fois, justement, ça, le temps que ça dure, là, avant que tu deviennes cynique, puis grumpy, puis désagréable, puis que tout ce que tu vois, c'est des défauts, t'es plus émerveillé par l'innovation, par les tentatives. Tu sais, des fois, juste le fait que tu vois que quelqu'un essaie quelque chose, c'est pas parfait, mais des fois, c'est le fun, juste rafraîchissant que quelqu'un essaie de quoi. Mais c'est sûr que ça finit toujours par s'en aller vers le cynisme. Le cynisme? Le cynisme, oui. C'est le cousin d'Astérix, ça? Ouais. C'est ça. Ouais, prochaine question? Oui, m'a été envoyé directement par Gigi, alias Ariane. En fait, il y a plusieurs questions. Sa première question, c'est comment vous faites pour vous endurer? C'est pas facile. Je sais pas vraiment si on le fait vraiment. Je pense que le fait qu'on est à distance, ça aide, tu sais, parce que je suis pas obligé de te voir souvent, tu sais. C'est une question que je me pose à tous les jours. Mais sérieusement, ça a été quoi votre plus grande surprise par un jeu? Que ce soit meilleur que vos attentes, twist intéressante sur une mécanique, etc. Mais avant de répondre à celle-là, on va y aller avec une... parce qu'on en a une dernière. Là. Gigi, elle abuse, là, 3 questions. Hein? Mais sa troisième, c'est si ça drop pas trop le mood, quelle a été votre plus grande déception? Fait que on va faire la plus grande déception, puis on va pouvoir finir sur une note positive avec notre plus grande surprise. Moi, ma déception, c'est facile. Je pense que c'est Time Stories. Ça fait quand même longtemps, puis j'en reviens toujours pas. Je trouvais tellement que c'était une prémisse cool, puis qu'il y avait un beau potentiel là, de genre voyage dans le temps, on va à plein de différentes époques, on résout des énigmes, puis on a un mystère, puis ça a donc l'air cool, mais finalement, mécaniquement, c'est tellement répétitif, puis comme chiant de juste tout le temps recommencer le même parcours encore et encore, en faisant une petite déviation pour te rendre jusqu'à la fin. T'sais, après une ou deux enquêtes, j'étais comme, ouais, je pourrais à passer à autre chose, là. Le petit hamster dans la tête de Vince travaille fort en ce moment, là. Vous pouvez pas le voir, là, mais moi je le vois, puis ça tourne. Ouais, ben, j'ai tendance à pas trop souvent être déçu, vu que justement, j'essaie de chercher le positif. Mais je pense que ça a été Until Daylight. C'est pas un... Tu sais, d'habitude, je suis du genre à essayer de m'informer le plus possible avant d'acheter un jeu. Celui-là, je l'ai gagné. Je trouvais qu'il y avait
une tentative intéressante, tu sais, de faire un jeu compétitif, co-op. Non, c'est un jeu, ouais, excusez, on prend. Un jeu compétitif co-op. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est, tu sais, qu'il y avait du challenge, tu sais. Tu sais, il y avait une volonté de faire un jeu quand même challengeant, la dynamique de temps réel mettait un peu de pression puis tout ça, mais j'ai trouvé trop aléatoire, trop faut se dépêcher puis on sait pas trop comment ça marche puis il y avait les règles étaient pas super bien ficelées tout ça puis ça m'a un peu déçu. Tu sais, j'ai l'impression que ça a pas été assez playtesté puis qu'il y a plusieurs failles qui ont pas été vues. Ouais, je pense que c'est une déception. C'est pas une énorme déception non plus. Comme je dis, je suis assez Ouais, un jeu que t'as rien coûté. c'est ça. Puis j'essaie toujours de chercher comme le positif, tu sais, de mon expérience. Puis qu'est-ce qui aurait été le plus positif / surprenant? Ça c'est pas facile parce que justement, je suis émerveillé à tout va. J'ai parlé souvent que dernièrement que El Grande ça a été un wow pour moi. Mais là, je vais essayer de parler d'autres choses, là, parce que maintenant, El Grande, on passe à autre chose. Non, pas obligé, c'est encore bon. Ouais, c'est encore bon, mais je pense que l'autre wow, ça a été ISS Vanguard. Puis lui, j'en parle pas assez. ISS Vanguard, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai hâte parce que éventuellement, on va en parler dans un duel, mais ça m'a... il est vraiment venu m'accrocher. Là. Il est comme... J'avais le goût de sci-fi, il m'est arrivé avec du sci-fi assez immersif, puis ça m'a, il m'a vraiment pris, il m'a agrippé. Là. Puis là, j'ai hâte de le ressortir, j'ai hâte de jouer, puis en même temps, je suis comme déchiré parce que j'ai le goût de tout faire ce qu'il y a dans ce jeu-là, parce qu'il y a comme un aspect complétionniste, là, tu peux aller ramasser plein d'affaires, mais là, je veux comme tout ramasser, puis là, je suis comme déchiré à savoir par où faut que je passe pour être sûr de rien manquer. Puis c'est vraiment ça me torture presque. C'est comme mon jeu de cette année avec El Grande aussi là, qui est pas loin derrière. Good. Ben moi de mon côté, je dirais que c'est probablement The Witcher Old World. Parce que c'est un gros jeu de franchise avec un mode co-op, un mode solo, un mode compétitif, gros Kickstarter, plein de mini, plein d'extensions qu'on rajoute comme stretch goal, puis comme c'est le genre d'affaires dont je me méfie puis que je me dis ça a l'air d'être genre pour une passe de cash ou par tu sais comme du monde qui sont bien enthousiastes mais qui tu sais ça sera pas mon style de jeu pantoute là. Puis finalement, en plus pour une franchise que je connais, ben tu sais je veux dire, je sais c'est quoi, mais comme j'ai aucun intérêt, là, j'ai pas joué au jeu, j'ai pas lu les livres, j'ai pas écouté la série, tu sais ça répète n'importe quoi, puis finalement j'ai vraiment, tu sais je dirais pas que j'ai tripé sur le jeu, mais tu sais j'ai été agréablement surpris à quel point c'était bien fait, puis que ça coulait bien, puis que tu sais oui les parties sont longues, mais tu t'ennuies pas, puis t'as pas l'impression d'avoir joué si longtemps que ça, tu sais. Ouais, puis je veux dire comme toi, tu sais, il y a beaucoup de red flags, tu sais, quand tu regardes ça vite là, justement, ça sonne cash grab, mais ils ont bien pensé à leur affaire quand ils l'ont monté. Ouais, je me suis surpris à l'aimer plus que ce que je pensais. Cool, ben ça fait le tour des questions du public. Maintenant, on va pouvoir passer à notre segment à quoi on a joué récemment. Ouais, fait que récemment, j'ai eu de la belle visite. Il y a notre ami et auditeur La Flèche qui était en ville et qui est venu passer une soirée de jeu chez nous. Puis on a joué ensemble à une nouveauté de cette année. C'est tout chaud. C'est Legendary Encounters The Matrix, qui a été publié par Upper Deck Entertainment puis qui ne donne pas d'auteur. Mais bon, c'est pas grave. Legendary Encounter, c'est quoi? C'est un système qui existe depuis au moins une dizaine d'années, je dirais.
C'est une série de jeux de deck building très thématique. Il y en a eu un puis un autre. Là. Je pense que le premier, ça a été Marvel. Mais il y en a eu de Buffy, de James Bond, de Alien, de Predator, X-Files, en tout cas, bref, beaucoup de franchises. Puis là, il nous arrive avec The Matrix, donc les trois, la première trilogie originale, qui est disponible dans cette boîte-là. Puis en gros, ben c'est un jeu de deck building, je dirais quand même assez classique. Là, on va avoir des cartes pour quand c'est qu'un deck un peu proche, des cartes qui nous donnent des valeurs d'achat puis des valeurs de combat. On utilise les valeurs d'achat généralement pour acheter des nouvelles cartes d'un marché commun de 5 cartes là, qui va tourner au fur et à mesure qu'on achète une carte, on la remplace par une autre. So far, every deck building ever. Mais lui, sa particularité, dans le fond, c'est que on va choisir un film, dans le fond, un scénario. Il y a des scénarios qui sont proposés qui vont fidèlement respecter chacun des films. Là. Fait qu'on va faire le premier film, il va y avoir l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Donc, on va avoir des cartes qui vont être mises de côté puis qui vont entrer en jeu juste quand on va passer à l'acte suivant puis tout ça. Puis t'as des cartes dans le paquet de l'acte 1, mettons, qui vont déclencher des événements qui vont finir par t'amener vers l'acte 2 et ainsi de suite. Puis tu peux comme respecter les films, ou tu peux aussi, si tu veux tout mélanger, un coup que tu as tout fait, là, tu pourrais prendre l'acte 1 du premier film avec l'acte 2 du deuxième, puis l'acte 3 d'un film de James Bond, par exemple. Ça serait un peu fucké, là, mais le système est fait pour que tous les jeux soient théoriquement compatibles entre eux autres. Puis ce que tu fais au début, dans le fond, c'est que tu vas te choisir un certain nombre de personnages qui vont être en jeu, puis que là, c'est avec ça que tu vas constituer ton marché de cartes communes. Fait que tu vas avoir des cartes de Morpheus, Trinity, Tank, puis plein d'autres personnages qui sont dans les films. Puis mettons, ben les cartes de Neo, ben tu vas juste quand nous on a fait le premier film, on pouvait pas les avoir dès le début parce que la première, dans le fond l'acte 1, c'est comme l'objectif, c'est de sortir Neo de la matrice, d'y montrer c'est quoi le vrai monde, puis d'aller le débrancher finalement. Spoiler alert. Si vous avez pas vu ce film de 2003, je pense. C'est 1999. Wow. Vous avez pas vu ce film-là après presque 25 ans. It's on you. Ouais, c'est quand la date limite, tu sais, qu'on peut se donner que c'est plus considéré spoiler parce qu'à un moment donné, ben, il sort de chez vous. Une question pour un autre podcast. Mais bref, c'est ça. Fait que l'acte 1, c'est d'aller sortir Neo de la matrice, pis là, tu sais, t'as comme... dans le fond, comment ça marche, c'est que je vais jouer mon tour, je vais acheter des cartes, je vais pouvoir jouer les cartes que j'ai dans les mains, puis là, avec l'argent, acheter des cartes. Sauf que lui, sa twist, c'est que t'as comme un avatar, là, qui est un petit standee de ton personnage. Fait que moi, mettons, j'étais Morpheus. Puis, c'est ça. Quand je suis dans le vrai monde, je peux acheter des cartes. Puis quand je suis dans la matrice, ben là, je peux aller comme combattre les ennemis qui peuvent être comme l'agent Smith ou des policiers ou tu sais des événements, des challenges qu'on a à faire. Qui sont toutes comme des affaires qui sont arrivées dans les films. Fait que je joue mon tour, j'achète mes cartes, je m'en vais dans la matrice. L'affaire, c'est que, tu sais, je peux rentrer dans la matrice une fois par tour, y a pas de problème, mais pour sortir, je peux ressortir. Dans le fond, tu peux faire un déplacement gratuit dans ton tour. Fait que si tu commences dans le vrai monde, ben, tu peux aller dans la matrice, puis si tu commences dans la matrice, tu peux ressortir. Puis pour sortir de la matrice, faut que tu aies un emplacement téléphone de disponible. C'est ça, il essaie vraiment de respecter la thématique quand même beaucoup, tu sais, le fait que t'as pas Néo tout de suite, le téléphone pour sortir, je trouve ça intéressant comme concept, puis au final, est-ce que même en imposant un peu le thème pis la trame du film, c'est le fun? Ouais, c'est cool parce que, tu sais, ça va pas tout le temps nécessairement sortir dans le même ordre. C'est sûr que c'est fait pour que les événements plus tôt arrivent plus tôt, puis que, tu sais, qu'il y ait un genre de crescendo vers
le combat final, si on veut. C'est surprenant à quel point qu'ils sont capables d'amener cette thématique-là avec des cartes, tu sais, puis la façon que l'ordre dans lequel il sort, puis dans le fond, la façon que ça marche, c'est que je joue mon tour, puis à la fin de mon tour, je vais comme prendre une carte de la pile de cartes méchantes, si on veut. Puis je le mets sur une espèce de tapis roulant, puis à la fin de mon tour, j'en rajoute une, fait que là, s'il y en avait déjà une là, elle pousse, fait que là, ces cartes-là, ils avancent, puis un moment donné, ils arrivent dans la zone de combat, puis là, on va les revirer, parce qu'ils arrivent face cachée. Mais on peut dépenser des ressources pour aller les scanner, puis là, comme les revirer de bord, puis là, savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais il y a des cartes qui vont avoir des effets quand t'es scannes, d'autres qui ont des effets quand ils sont révélés sans avoir été scannés, puis tout ça, puis des fois, c'est mieux de les scanner, des fois, c'est pire. Puis c'est tout le temps très thématique là, puis il peut avoir mettons il y a la carte de c'est Cypher qui était le trade dans le film. Ouais, oui. Fait que lui quand il arrive c'est un ennemi que tu dois combattre dans le vrai monde, tu sais. Tandis que tous les autres ennemis sont dans la matrice normalement. Puis tant qu'il est révélé, tu peux pas retourner dans la matrice, tu sais. T'es pogné parce qu'il contrôle les ordi. Ouais, c'est ça. Fait que t'as tout plein d'événements comme ça, puis tu sais, oui, ça va respecter la thématique des films, mais au final, tu sais, c'est quand même toi qui fais ta propre histoire, là. Nous, la partie qu'on a jouée, comme j'ai dit, j'étais Morpheus, puis finalement, c'est moi qui est devenu The One, puis qui est allé battre l'agent Smith, tu sais. Ouais, il y a quand même un espace pour que ce soit un peu plus, que ce soit différent d'une fois à l'autre, j'imagine aussi, là, que ta partie soit pas trop similaire. Ouais, je sais pas à quel point que ça serait mais tu sais, il y a quand même une bonne variété de tu sais il y a les 3 films. Puis après ça tu peux mix and match si tu veux, fait que tu pourrais comme te créer la diversité comme ça. Puis il y a quand même plusieurs personnages disponibles, puis dans le fond, c'est comme Neo, Trinity puis Morpheus, ils vont avoir leurs cartes à eux que tu peux mettre dans le deck. Mais ils vont avoir des versions pour chaque film. Fait que t'as les versions Morpheus premier film, Morpheus deuxième film, Morpheus troisième film. Fait que tu sais, ça donne beaucoup de flexibilité sur comment tu veux monter ton marché de cartes possible. Là. Puis je pense que tu sais, si tu veux jouer à... Je sais pas si... Tu sais, il y a peut-être des scénarios plus durs, ben tu pourrais peut-être choisir tes decks puis tes personnages en conséquence. Là. Parce qu'en plus, le personnage que t'as, il y a une carte dans ton deck de départ, dans le fond, qui te permet de trigger une habilité spéciale à ce personnage-là, comme avec Morpheus, j'ai capable d'acheter plus de cartes, d'avoir plus de pouvoir d'achat, puis dépendamment dans quel acte qu'on était rendu, mon pouvoir devenait de plus en plus fort. Fait que c'est une carte que tu veux pas trasher parce que elle va comme devenir de plus en plus forte à mesure que la partie avance, t'sais. Puis de l'autre bord la flèche, puis il y avait Neo, fait que il y avait pas d'habilité au premier acte parce que tu sais il était encore un humain bien normal, plugué dans la matrice. Fait que c'est ça. Fait que s'il finissait son tour dans le monde réel, fallait qu'il retourne dans la matrice à la fin de son tour. Parce qu'il était pas débranché encore. Fait que c'est ça. Il y a plein de petites twists thématiques comme ça, là. J'en ai entendu sur des affaires qui se passent dans le deuxième film, là. Il y a comme une espèce de scène où ils se battent dans un bar avec les gens qui courent au plafond. Ben, les cartes qui arrivent dans ton tapis, ils vont flipper à toutes les fois qu'ils vont bouger, puis là, ils vont avoir des effets différents dépendamment de quel côté qu'ils sont, puis tu sais, ils sont vraiment rendus bons pour aller trouver de la thématique dans un deck builder classique, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, je sais pas à quel point que, tu sais, d'une fois à l'autre, ça va être tant différent. Si tu refais le même scénario, je veux dire. Parce que d'un scénario à l'autre, ça sera pas pareil, parce que justement, toutes les cartes de scénario, tu sais, sont super thématiques, super collées au film, ben, tu sais, d'un film à l'autre, ça sera pas la même game, là. Cool. OK, fait que de mon côté, moi j'ai essayé, avec toi, le jeu Potion Explosion, sorti en 2015, c'est pas jeune, designé par Stefano Castelli, Andrea Crespi et Lorenzo Silva, publié aux éditions Horrible Guild. Donc Potion Explosion, c'est un drôle de petit jeu dans lequel on va faire des potions puis des explosions. La mécanique principale du jeu, c'est que c'est un genre de draft. Ouais, j'avoue, on peut voir ça comme un draft. Puis t'as une façon de cascader. Dans le fond,
le but, c'est de faire des potions. Les potions vont nécessiter différents ingrédients. On a 4 catégories d'ingrédients qui sont en fait de 4 couleurs, puis qui sont des billes. Pour aller chercher ces ingrédients-là, on va aller chercher des billes sur une espèce de glissière. Quand on va prendre une bille, ça va faire débouler les billes qui sont situées plus hautes. Puis ce qui est drôle, c'est que dans le fond, ça peut cascader. Fait que si tu prends une bille jaune, puis là, il y a une bille noire avant puis après avoir enlevé la jaune, la noire du haut va rouler sur la noire du bas. Puis ça te fait que tu fais un combo, puis là tu peux ramasser ces billes-là. Là, il y en a 2, mais il peut en avoir plus, puis il peut y avoir une série de cascades. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les explosions de potions, justement. Ouais, ben c'est ça. C'est drôle parce que c'est des ingrédients qui explosent. Ouais. Pour faire des potions. Ouais. Parce que les potions n'explosent pas. Fait que là, on collecte, c'est ça, des billes. T'as l'option, en fond, à la base, c'est que tu prends juste une bille. Tu peux décider aussi de prendre une deuxième bille au prix de 2 points de victoire. Puis ça peut te permettre justement d'ajuster ta stratégie pour faire des grosses explosions d'ingrédients. Une fois que tu as tes ingrédients, tu vas pouvoir les utiliser pour faire tes potions. À tout moment, tu as 2 potions qui sont en train d'être brassées. Puis il faut que tu mettes les billes des bonnes couleurs sur les emplacements des bonnes couleurs sur ta potion. Une fois que la potion est faite, tu la ramasses dans ton inventaire, puis elle va pouvoir te donner un pouvoir que tu vas utiliser plus tard quand ça va t'intéresser. Fait que t'as des pouvoirs, c'est d'aller chercher des ingrédients supplémentaires, t'en as qui vont te permettre d'enlever des ingrédients du distributeur. Tu peux même aller voler les potions de la réserve de l'autre joueur. Parce que dans le fond, quand t'as des ingrédients excédentaires que tu peux pas utiliser pour aucune potion, tu peux comme t'en garder jusqu'à 3 de côté pour un prochain tour. Mais il y a des potions qui te permettent d'aller voler ceux des autres. Fait qu'il y a un petit peu de take that. Un petit peu. Mais fait que t'as quand même un niveau de stratégie intéressant parce que les potions, dans le fond, quand t'es as faites, t'es dans ton inventaire, puis là, il faut que tu te mettes à brasser des nouvelles potions. Puis là, t'as un petit magasin de 5 piles de potions. Puis là, dans le fond, tu dois choisir ce que tu veux faire. Il y a des potions qui valent plus de points, moins de points, ils ont différents pouvoirs. Il faut que tu choisisses, dans le fond, qu'est-ce qui va t'arranger pour la suite des choses. Fait que t'as quand même un bon petit niveau de réflexion pour un jeu qui joue avec des billes qui roulent, là. Ça fait... Ouais. T'as une coche de plus qui est que les potions qui ont des différents effets sont associées à des couleurs, puis t'as des points bonus si tu réussis à avoir 3 potions de la même couleur ou une potion de chacune des 5 couleurs. Fait que oui, tu regardes les points, tu regardes les couleurs d'ingrédients que t'as besoin, mais il faut que tu regardes aussi tes sets, parce que une bonne partie de tes points va venir de là aussi. Exact. Puis c'est aussi à force de générer des sets qu'on finit par mettre fin à la partie, c'est qu'il y a un nombre de sets qui va être créé dans la game. Puis quand le dernier set a été fait, ben c'est fini. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui est le fun. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai aimé la mécanique ça des boules qui roulent qui font des petits combos. Là. Je trouvais que c'était intéressant. Ça me faisait penser à certains vieux jeux de Windows, là, tu sais, un peu pas comme Tetris, mais comme Gems, parce que là fallait que tu places... Ouais, Bejeweled, c'est ça, où est-ce que faut que tu matches les couleurs, puis là ça fait des combos, puis là t'es comme wow, plein de points. Ouais, là, tu peux te setter pour un genre de méga combo de la mort qui tue. C'est ça, puis avec les potions qui te permettent de jouer là-dedans, c'est ça, tu peux comme vider des rangées, puis là avoir beaucoup trop d'ingrédients, puis savoir quoi en faire. C'est assez le fun, je trouve, comme feeling de quand tu te ramasses avec ça, une gang de billes, puis plein de ressources, puis pas savoir quoi en faire. Ouais, c'est satisfaisant. Puis encore plus, tu sais, nous on a joué sur BGA, ben moi je l'ai joué en vrai aussi. Le jeu est super beau d'ailleurs, vous irez voir sur Instagram, là, j'ai mis des photos, là, le distributeur avec les billes pis tout, là, ça look. Puis tu sais, quand tu ramasses un gros combo pis que t'as des billes qui te rentrent même plus dans la paume de ta main, là, c'est quand même le fun. J'aurais quasiment aimé ça qu'on ait le droit d'avoir 3 potions en même temps pour que ces tours-là soient encore plus aient un plus gros impact, tu sais. Parce que des fois, oui, t'en ramasses plein, mais comme faut que t'en jettes quasiment à moitié, là. C'est ça, ouais. Fait que t'es comme... C'est hot comme move, mais ça sert pas tout le temps à quelque chose.
Mais des fois, tu t'assures juste de l'enlever aux autres, tu sais. Ouais. Mais tu remets les billes après, fait que tu sais, ça peut créer d'autres combos. C'est ça. Non, j'étais agréablement surpris, là. Je l'avais entendu parler quelques fois, mais tu sais, je me disais, ouais, ça a pas l'air, ça a l'air trop léger pour moi, puis finalement, il y a quand même un bon degré de réflexion, puis j'ai vraiment aimé, puis le jeu est super beau. Un autre jeu super beau que j'ai joué récemment, j'ai eu d'autres visites, j'ai eu beaucoup de visites les dernières semaines. David, le professeur Board Game, qui est venu faire un petit tour à Sherbrooke lui aussi. Donc je l'ai reçu chez moi, puis il avait amené Sky Team de l'auteur Luc Raymond est publié chez nos amis du Scorpion Masqué. Puis je crois que le jeu va sortir officiellement un peu plus tard cette année. Donc c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs, coopératif, dans lequel on va être le pilote et le copilote d'un avion, puis on essaie de faire atterrir notre avion sans crasher. Puis comment ça marche, c'est que au début du round, on peut essayer de discuter de stratégie, puis on va chacun brasser 4 dés, mais qui vont être comme cachés derrière notre parade. Fait que moi, je vois mes dés, mais je vois pas les dés de mon partner. Puis après ça, on va alterner à placer un dé chacun. Dans le fond, les valeurs des dés, dépendamment de où on les place, ça va être important. Fait qu'il va y avoir, dans nos 4 dés, il faut absolument en placer 2, en fait, un chacun sur la vitesse de notre descente, si on veut. Fait que là, plus la valeur va être élevée, plus on va descendre rapidement, mais des fois, si on descend trop rapidement, c'est pas bon. Donc, des fois, on va peut-être vouloir faire du surplace puis attendre un peu avant de descendre. Fait que là, on va falloir aller jouer des dés qui sont bas. Mais on sait pas si l'autre a assez de débats pour que, dans le fond, on fait la somme des deux. Mettons, la cible à atteindre pour descendre de 1 ou de 2 va changer au cours de la partie. Il y a un autre dé qu'on doit placer aussi pour comme équilibrer notre avion, si on veut. Fait que si moi je mets un 3 puis toi tu mets un 4, ben là ça va pencher de 1 vers toi. Puis là si au prochain tour ça penche encore de 1 vers toi, ben là on est correct. Mais si ça penche de 3 vers un joueur, ben là, on crash. Fait que tu sais, on a un petit jeu, mais tu sais, comme là, si ça commence à pencher vers toi, ben moi je vais mettre des dés plus hauts, toi tu vas mettre des dés plus bas, ça va peut-être repencher vers moi. Puis il y a la twist qu'il faut qu'à la fin de la partie, ça soit parfaitement équilibré parce que tu vas pas atterrir ton avion à moitié penché, tu sais. Puis finalement, il y a d'autres dés qu'on va placer pour dans le fond, il y a comme des sur la piste de descente, il y a des comme d'autres avions qui sont là, fait qu'il faut placer des dés sur les communications radio pour leur dire "Hey, tasse-toi du chemin, je m'en viens." Puis là cette piste-là, à avoir un certain nombre de cases, fait que si je mets un 3, mettons, ben je peux enlever un avion qui est sa 3e case. Là, plus qu'on descend, plus que les cases ils se rapprochent. Fait qu'il faut, avant la fin de la partie, il va falloir toutes les avoir enlevés si on veut pas crasher dedans, tu sais. Puis on a aussi des dés qu'il faut placer pour, dans le fond, comme préparer notre atterrissage si on veut, ouvrir les freins, placer nos ailes, tout ça. Fait qu'il y a des dépendamment si on est le pilote ou le copilote, ça va pas marcher exactement pareil. Il y en a un des deux qu'il faut qu'il fasse ces dés-là dans le bon ordre, puis il faut qu'il mette un plus petit dé, après ça un plus gros, puis tu sais, il y a des valeurs bien précises qui vont aller à ces dés-là. Fait qu'on a un petit côté asymétrique, c'est pas les deux joueurs qui vont avoir les mêmes emplacements de dés, si on veut, là. Puis une dernière action qu'on peut faire, c'est faire du café. Puis le café, c'est cool parce que après ça, moi ou mon partner peut l'utiliser pour changer un dé, soit de +1 ou -1 par café qu'on boit. Ça, c'est... Je trouve que ça ajoute une touche de réalisme au jeu. Tu sais, on a... le café, ça nous réénergie, ça nous permet de reprendre notre affaire puis d'être éclairé. Là. C'est pas peur. Ouais. Ça sauve des vies. Puis on a aussi des rerolls qu'on peut utiliser, sauf que, tu sais, dans le fond, faut qu'on décide les deux ensemble. Ben, moi, je prendrais un reroll maintenant. Puis là, on peut reroller autant de dés qu'on veut, mais juste une fois. Mais si, mettons, toi, t'as vraiment besoin de reroller, puis que moi, mes dés me satisfaisent, ben, je suis pas obligé de rouler. Ben, on va le dépenser pareil, là, mais c'est juste toi qui vas rerouler. Puis le jeu, un peu comme
Under Falling Sky vient avec un paquet de modules que tu peux te rajouter pour augmenter la difficulté. Il y a pas le petit côté campagne par contre, là. Mais c'est ça, il y a plein de, tu sais, t'as des chaque piste dans le fond ça représente un aéroport que t'essayes d'atterrir là, fait que tu peux avoir celui de base c'est Montréal, mais t'en as comme tout plein d'autres, puis là ça va changer un peu comment tu mets les avions, ça peut rajouter des règles de plus, comme nous on avait essayé un qui a de la météo, fait que là quand t'arrives là c'est que tu lances un dé noir, puis ça rajoute un avion sur la piste, mais à où est-ce que tu brasses le dé. Fait qu'en début de partie, tu sais pas trop où est-ce qu'ils vont être les avions que tu as besoin d'enlever. Il y a un paquet d'autres mécaniques là, qu'on n'a pas essayé là, et tu peux avoir une piste qui est glacée, de la pluie ou plein d'affaires qui viennent te mettre des bâtons dans les roues ou dans les ailes. Wow! Mais bref, qui vont te compliquer la patente, puis qui vont rendre ça plus difficile, puis même au niveau plus facile, on a joué 3 parties avec David, puis on a juste gagné 1 sur 3 là. Ok, c'est quand même rough. C'est ça. Puis honnêtement, tu sais, j'ai parlé d'Under Falling Sky, ça m'a beaucoup rappelé ce puzzle là. C'est le même genre de si tu brasses des dés, des gros dés, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux tout le temps. Faut que tu fasses attention à où est-ce que t'es places, puis tout ça, puis t'as un peu de mitigation, mais c'est comme une version 2 joueurs coop de ce jeu-là, si on veut. Là. Puis avec un thème un peu plus terre à terre, même si on est dans les airs. Wow. Fait qu'est-ce que tu assumes que tu as touché le 7e ciel avec ce jeu-là? J'irais pas jusque-là, mais j'ai bien aimé ça. Ouais, puis, il a l'air d'avoir beaucoup dans peu de choses, tu sais. Mm-hmm. Si tu regardes le plateau, ça a l'air... tu t'imagines pas la complexité que t'as décrit, puis tous les petits trucs qu'il faut surveiller, là. Tu sais, le plateau a l'air bien simple, mais finalement, c'est un bon puzzle pareil. Ouais, c'est un bon casse-tête, puis tu sais, les règles sont quand même assez simples. Je pense que j'ai expliqué à peu près toutes les règles, ou presque. Mais tu sais, c'est quand même un bon niveau de casse-tête, puis ça se joue vraiment rapidement. Là, je pense que c'est un jeu idéal pour les couples, mettons. Là, puis c'est un genre de jeu que tu peux comme sortir un soir de semaine, t'as claqué 2-3 parties, ça a pris même pas 1 heure, puis c'est pas trop demandant, mais tu vas quand même avoir l'impression d'avoir joué à quelque chose. Tu sais. C'est s'envoyer en l'air différemment. Fait que c'était Sky Team de Luc Raymond et le Scorpion Masqué, puis ça sort très bientôt, donc jetez un coup d'œil. Cool, ben ça fait le tour des jeux auxquels on a joué récemment pour aujourd'hui. Fait que maintenant on va arriver au vif du sujet, le duel, les jeux d'équilibre. Tu parlais de ton avion, qu'il faut qu'il reste à plat, qu'il faut équilibrer les dés. Ben, vous autres, il va falloir équilibrer la bière et le pain dans le jeu Beer and Bread, qui est sorti l'année passée, en 2022, designé par Scott Helms et publié aux éditions Deep Print Game. Donc, dans Beer and Bread, c'est un jeu à 2 joueurs, j'allais dire de draft en partie, mais aussi de gestion de ressources. Donc, chaque joueur a son petit village dans lequel il va pouvoir utiliser les ressources qui poussent dans les champs pour pouvoir faire différentes recettes de bière et de pain. Dans un round normal, tous les joueurs vont avoir une poignée de cartes qui sont des cartes à multi-usage. C'est des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des ressources, qui sont aussi des recettes, puis qui sont aussi des améliorations qu'on va pouvoir construire. À mesure que la partie va avancer, on va alterner entre différentes saisons, des saisons riches dans lesquelles il va y avoir beaucoup de ressources disponibles, mais dans lesquelles on va devoir s'échanger la main entre les 2 joueurs à mesure qu'on fait chaque tour. Puis on va avoir les saisons plus pauvres, où là, on va garder notre main de carte pour nous, puis on va avoir un magasin commun dans lequel on va pouvoir faire des échanges. Le jeu est assez simple. On commence le round, on place les ressources qui sont disponibles en fonction de si c'est une bonne saison ou une mauvaise saison. On va avoir 5 cartes dans les mains, puis on va jouer une de ces cartes-là. Chaque carte va pouvoir être jouée pour le rôle qu'on veut lui attribuer.
Donc, si on décide de jouer pour les ressources, on met cette carte-là devant nous, on a une série de ressources qui sont disponibles, on les prend des champs ou de la rivière pour l'eau, puis on peut les mettre dans notre entrepôt. Si jamais notre entrepôt finit par être complètement rempli, il faut offrir nos ressources supplémentaires à l'autre joueur. Le reste va être défaussé. Fait que, en fonction de ce qu'on va avoir été chercher, il y a moyen de vider tout le blé ou tout l'orge qu'il y a dans les champs pour cette saison-là. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que si on fait cette action-là, on peut refaire cette action-là plus tard en rejoignant une carte pour ses ressources. Puis là, c'est qu'on fait les ressources des deux cartes qui sont devant nous. Fait qu'on a une espèce d'addition des ressources qui va se faire si on décide d'aller chercher, d'utiliser nos cartes pour faire ça. Ça, c'est une des actions. L'autre action, ça peut être de jouer la carte pour la recette. Chaque carte va avoir une recette de bière ou de pain qui va nécessiter différentes ressources. C'est ça. On a l'eau, l'orge, le houblon, le blé. Et puis on peut payer les ressources de notre entrepôt pour faire cette recette-là. Puis là, dans le fond, on va mettre cette carte-là dans notre brasserie ou dans notre boulangerie. Puis elle va rester là. On va avoir comme au départ, on a un maximum de une carte possible dans ta boulangerie, puis une carte possible dans ta brasserie. Il va falloir éventuellement les vider. Puis en vient en fait la troisième action qui est pour pouvoir vider notre brasserie et notre boulangerie. Il faut prendre une de nos cartes puis la placer dans notre plateau et activer son habilité. Souvent l'habilité ça va être en fait c'est une amélioration qui va souvent être en lien avec une des actions précédentes. Donc on va avoir que dans le fond tu peux aller chercher toujours telle ressource même s'il y en a plus dans le champ. Ça peut être un emplacement de plus dans ton entrepôt qui peut être spécifique à une ressource. On peut avoir aussi augmenter le nombre de cartes qu'on peut avoir dans notre boulangerie ou notre brasserie. Puis on a aussi des cartes qui vont nous permettre de faire des points en fin de partie si on réussit à respecter certaines conditions. Comme admettons avoir pour chaque 2 pains, tu fais X dollars de plus. Si tu réussis à avoir des pains puis des bières qui valent cher, tu fais plus de points pour ces recettes-là. Parce que chaque recette, dans le fond, qui va avoir été faite, les recettes plus compliquées vont valoir plus de points en fin de partie, mais tu sais, ils prennent plus de ressources, fait que t'as ça aussi qui... Fait que c'est ça. Puis là, la petite twist, c'est ça, c'est que quand on fait la saison riche, dans le fond, la saison fertile, je joue une carte, là, mon opposant joue une carte, puis après ça, on échange nos mains. Fait qu'on a cette petite interaction-là, fait qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans la main de l'autre, on sait qu'est-ce qu'il va peut-être vouloir aller faire une fois qu'il a son tour. Puis des fois, c'est de dire, moi, je veux absolument faire cette carte-là, fait qu'il va falloir que je m'arrange pour la faire le plus vite possible, parce que ça se peut que je me la fasse voler. Fait qu'on procède comme ça pour faire la saison riche. Puis pendant la saison plus aride, plus sèche, là, on va prendre les cartes qu'on a utilisées pour pouvoir faire nos ressources, on va les garder dans notre main. Donc, celles qu'on a mis face visible pour collecter puis pour engranger dans notre entrepôt, vont devenir comme le début de notre main. On va compléter notre main à 5 cartes. On fait ça, les deux joueurs vont faire ça. Puis après ça, on a un marché commun de 3 cartes qui va être disponible. Puis là, c'est que ces 3 cartes-là, c'est des cartes qu'on peut jouer en faisant un échange avec notre main. S'il y a une recette ou s'il y a une sélection de ressources qui est intéressante, tu prends une carte de ta main, tu la mets dans le marché, puis tu fais l'action de la carte que tu viens de prendre du marché directement. Que ce soit pour les ressources, la recette ou l'amélioration. Fait que c'est ça. C'est de la gestion de ressources. Faut savoir où est-ce que tu veux t'en aller quand t'as les cartes dans tes mains. À savoir, j'ai telle recette, je veux essayer de les faire rapidement. Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources? Comment on veut faire la cascade au niveau des récoltes? Les améliorations aussi vont faire qu'en cours de partie... C'est un petit aspect tableau building, dans le fond, avec ça, là. Exact, c'est ça. Fait que lui, il va peut-être te pousser vers une stratégie plus qu'une autre. Puis c'est ça. Fait qu'on procède, on fait comme ça 6 saisons. Puis à la fin de la partie, les deux joueurs vont calculer leurs points. Puis les points des bières
et du pain vont se calculer indépendamment. Fait que là notre petit aspect d'équilibriste, c'est que on va faire ton score final, c'est ton score le moins haut entre ta production de bière puis ta production de pain. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois capable d'avoir un pointage équivalent des deux si tu veux maximiser tes points. Parce que si tu fais 50 points avec la bière, mais que t'en fais juste 20 avec ton pain, ben t'as des chances de te faire de perdre parce que la différence est trop grosse puis que ton opposant va essayer lui d'être plus équilibré puis d'avoir un score final plus élevé finalement. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se prend en main assez facilement. C'est pas super compliqué, ça se met en place très vite. Les dessins sont assez jolis, les ressources sont facilement distinguables. Quoi? Ouais. Ouais, moi je trouve cute, là, les petits villages. C'est fonctionnel, là, mais c'est pas ça qui me fait dire waouh, quel beau jeu. Non. Mais il est cute, là, pis je trouve que l'iconographie est quand même bien représentée, tu sais, tout est clair. Ça oui. Fait que c'est un jeu qui va prendre une vingtaine de minutes pour des joueurs qui ont déjà joué. Ouais, à peu près, hein. 20-30 minutes, là. C'est ça, puis c'est un petit jeu de joueurs qui se place bien. Puis je trouve que c'est ça. D'une partie à l'autre, en fonction de ce que tu vas avoir fait, comment tu vas avoir pris tes améliorations, ben ça va changer d'une fois à l'autre. Puis c'est un peu d'essayer de tirer le maximum tout le temps de ta main de carte. Puis quand t'as la phase d'échange, c'est de savoir qu'il faut pas que tu laisses des trucs trop intéressants ou trop faciles à faire à ton opposant parce que il va pouvoir en profiter. Ouais, tu planifies comme faut aussi, parce que si tu te ramasses à avoir trop de ressources, là t'es comme obligé d'en donner à l'autre, puis on dirait que c'est tout le temps ça qui m'arrive à toutes les games, que genre, je me dis, je vais essayer de construire cette carte-là, puis là finalement, elle me revient pas dans les mains, fait que là je suis comme pogné avec des ressources que je sais pas trop quoi faire avec, fait que je suis obligé d'en chercher plus pour être capable de construire de quoi, puis là je suis obligé d'en donner à l'autre, puis là l'autre, ben, tu sais, c'est un tour de moins qui est pas, il est pas obligé d'aller chercher ses ressources, fait que, ou si t'es forcé de le faire, essaye de t'arranger au moins pour que ça tombe quand que son entrepôt est plein à lui aussi, fait que ça l'aide pas tant que ça, tu sais. C'est ça. Fait que là, encore une fois, c'est un peu une question d'équilibre. Tu sais, si t'es capable de te timer puis que les deux sont pleins, ben là, tu ne t'aides pas ton opposant. Fait que faut que tu gères bien tes choses, tu gères bien tes cartes. Faut pas que t'ailles trop loin dans justement l'accumulation compulsive de ressources. Il faut que tu sois quand même capable d'avoir un plan B pour justement pas te faire prendre quand on échange les cartes. Puis je pense que ça fait le tour, c'est ça. C'est pas un jeu très complexe, mais moi je l'aime bien. Ouais, c'est correct. J'aurais aimé ça que, tu sais, les améliorations soient un peu plus wild, puis que ça crée des combos plus cool. On dirait C'est que là, vrai? c'est comme juste comme ramasse une ressource de plus de temps en temps, que tu vas être obligé de donner à l'adversaire de toute façon parce que tu vas en avoir trop, ou tu sais. Ah ouais, t'as plus de place, fait que tu peux en entreposer un peu plus. C'est cool, là, mais c'est pas game breaking, mettons. Ouais. C'est plus que ça améliore un peu les actions que tu fais des jeux. Ça Ouais. fait, y a rien, c'est ça, qui casse le jeu puis qui dit, cette carte-là est bien trop forte puis t'as pas le choix de sauter dessus. Mais justement, ça fait que c'est balancé. Oh. Uh-huh. Mais tu sais, à la limite, si c'est trop balancé, c'est un peu plate, là. C'est comme un manège qui est tout le temps à droite. Ouais. Mais là, le but, c'est la planification. C'est réfléchir, tu veux faire le meilleur pain puis la meilleure bière, il faut que tu penses à ton affaire, tu laisses pas les détails au hasard. Full thématique. Ouais. Good, fait qu'on pourra peut-être avoir d'autres critiques, mais qu'on les compare un peu plus, là. Je pensais à mon jeu, qui est le jeu Between Two Cities Essential Edition, qui a été publié par Stonemaier Games en 2022. C'est eux qui nous ont envoyé une copie presse, d'ailleurs, on les en remercie.
Et le jeu a été designé par Matthew O'Malley et Ben Rosett. Donc, si j'ai bien compris, la Essential Edition, c'est une nouvelle édition qu'ils ont refaite. Parce que le jeu, originalement, datait de pas mal plus longtemps que ça. Il datait en fait de 2015, la première édition. Bon, fait que c'est un petit bout quand même. Puis, il y avait des extensions qui étaient sorties, puis on a intégré des modules de ces extensions-là, puis on les a rajoutés au jeu de base. Un peu comme il avait fait avec leur autre jeu Tuscany. Donc, Between Two Cities, c'est un jeu de placement de tuiles et de draft. Dans le fond, comme le nom le dit, on va être entre deux villes. Puis je vais construire une ville à ma droite avec mon voisin de droite, puis une ville à ma gauche avec mon voisin de gauche. Puis là, à mon tour, je reçois une main de tuiles, puis je vais en sélectionner deux. Une de ces tuiles-là qui va aller dans ma ville de gauche, puis une dans la ville de droite. Au moment où j'ai choisi, je suis pas obligé de décider tout de suite laquelle va aller dans quelle ville. T'sais, je peux attendre de voir qu'est-ce que mes adversaires / partenaires ont drafté eux aussi, puis là on peut discuter, tu sais, moi je pensais mettre cette usine là pour que parce que ça fit très bien avec tel objectif de points pis tout ça, puis fait que ça il va y avoir un petit aspect de négociation dans le fond avec les deux joueurs en même temps si on veut. Puis tout le monde essaie de faire ça avec ses deux voisins. À la différence de Beer and Bread, qui est un jeu à juste 2 joueurs, Between Two Cities, c'est un jeu qui est fait pour beaucoup de joueurs. Ouais, c'est ça, on peut aller jusqu'à 7. Puis tu sais, au final, ça changera pas grand-chose pour moi qu'on soit 3 ou 7, parce que je vais toujours interagir juste avec mon voisin de gauche puis mon voisin de droite. Exact, puis tu sais, tout l'aspect de discussion va se passer en même temps. Fait que tu sais, c'est pas un jeu qui va être trop ralenti par le fait qu'on a plus de joueurs. Non. Je pense que c'est mieux un pair, par exemple. Parce que pendant que mon voisin de droite discute avec son autre voisin, ben moi je peux discuter avec mon voisin de gauche, puis il y a comme personne qui est tout seul. Mais sinon, tu sais, les discussions sont pas si longues que ça, fait que comme tu dis, ça coule bien pareil. Puis en gros, les tuiles, c'est quoi? Ben c'est comme différents types de quartiers, là. T'as comme des parcs, des maisons, des hôtels et restaurants, des attractions publiques, des usines, un paquet d'affaires, puis dans le fond, chaque type de quartier va scorer des points de façon différente. Donc, par exemple, les usines, si ma ville, c'est la ville qui en a le plus, chaque usine vaut 4 points chacun. Puis la deuxième, ça va être 2 points chacun, puis les autres, ça va être 1, je pense, ou quelque chose comme ça. Les maisons vont avoir un certain nombre de points selon les différents types de quartiers qu'on a dans la ville, mais s'ils sont placés à côté d'une usine, ils valent pas de points parce que personne ne va habiter à côté d'une maudite usine. Les magasins, eux autres, ben, plus il y a le magasin un à côté de l'autre, puis que ça nous fait un beau centre commercial, ben, ils font plus de points. Puis t'as une dernière catégorie qu'on a joué qui est les monuments civiques. Eux, ils vont avoir deux types de quartiers qui veulent être à côté. Fait que si je suis à côté des deux distincts, ben ça va valoir 6 points. Mais ils ont aussi un type de quartier qu'ils aiment pas. Puis là, s'ils sont à côté de ce type-là, peu importe c'est quoi les autres, ben ça fait juste 1 point. Puis on a aussi un peu limité dans la façon qu'on peut placer nos tuiles. Dans le fond, au début de la partie, on va avoir une espèce de tableau de terrain avec qui va avoir des tuiles d'eau puis des tuiles disponibles. Puis dans le fond, on va pouvoir aller placer nos quartiers dans les emplacements qui sont pas de l'eau au final. Fait que il y a certains quartiers qui vont être complètement entourés, puis il y en a d'autres qui vont avoir de l'eau à côté, fait que ça va être un peu plus dur d'aller chercher des trucs adjacents, tu sais. T'as des ponts qui traversent l'eau, fait que tu peux jouer avec ça pour ce qui est adjacent, mais la plupart, mais il y a pas beaucoup de ponts, tu sais. Non, c'est ça, d'habitude, je pense que t'en as un par... Ah, il y a comme il y a une tuile ou deux de départ qui en a deux, là, mais la plupart c'est. Fait que bref, c'est comme, t'as ce plateau-là qui limite un peu comment tu peux placer tes tuiles, puis là, tu vas pouvoir aller en placer aux alentours, mais tu fais quand même un carré de 5 par 5.
Mais tu sais, ton plateau de départ, il peut être au milieu, il peut être dans un coin, tu sais, c'est toi et ton adversaire / partenaire qui va un peu décider tout ça. Ton frenemy, y a-tu une version française de ça? Ton ennemi? Ennemi? Ah, c'est pas pire, ça. Ça sonne juste quelqu'un qui est pas capable de dire ennemi, mais bon. Fait que bref, tu vas décider ça avec l'autre joueur. Puis c'est ça, on va faire comme 3 rounds de draft. Fait que c'est ça, j'ai oublié de mentionner, mais le plateau que je parle depuis tantôt, là, dans le fond, c'est un module qui a été rajouté dans une extension puis qui est dans l'Essential Edition maintenant. Puis une autre affaire que ça rajoute, ça va être des districts, là. Dans le fond, c'est qu'à la fin de la partie, on va comparer les villes entre elles, puis dans le fond, un district, c'est un regroupement de quartiers de 2 types différents qui sont tous adjacents les uns aux autres, puis la ville qui va avoir le plus gros district va faire un certain nombre de points, qui va dépendre du type de district, dans le fond, là. Fait que s'il y en a un, mettons, pour les usines puis les magasins, ben il peut valoir comme vraiment beaucoup de points pour le premier, puis presque rien pour le deuxième, puis l'autre à côté, ben ça va être comme 2 valeurs un peu plus proches, puis tu sais, ça va varier d'une partie à l'autre, puis on va en avoir 3. Fait que ça nous rajoute comme une couche de plus sur comment je place mes tuiles, puis j'essaie de maximiser mon score, parce que tu sais, faut tout le temps se regarder, les villes des autres, c'est comme, ça vaut même plus la peine d'essayer de chasser ce district-là, on est trop loin en arrière, fait qu'on va peut-être essayer de se concentrer sur l'autre à côté, ou là, si j'en rajoute un autre, ben je suis capable de le dépasser, fait que tu sais, je vais essayer d'aller en chercher un dans mon draft, ou de juste les prendre pour pas les laisser à l'autre que je sais que sa ville s'en vient trop bonne puis que je serais pas capable de la rattraper, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment une drôle de dynamique parce que tu joues avec pis contre tes voisins parce que tu veux qu'ils t'aident à faire la meilleure ville chacun de leur bord, mais tu dois faire attention parce que les autres aussi ont des villes avec qui ils ont d'autres joueurs avec lesquels ils interagissent. Fait qu'il faut que tu regardes comme les villes à côté de toi directement, celles auxquelles tu es impliqué, puis celles qui sont juste l'autre bord. T'assurer que dans le fond tes opposants sont pas en train de te passer une petite vite. En même temps, ils ont pas vraiment intérêt à tanker une de leurs 2 villes, parce qu'ils veulent monter les 2 le plus haut possible, parce que, encore une fois, c'est la plus basse de tes 2 villes voisines qui va être ton score final, là. Tu sais, oui, c'est un jeu compétitif, mais en même temps, tu coopères avec tes 2 voisins pour essayer de faire les 2 villes les mieux possibles. Ouais. C'est particulier comme feeling, je trouvais. Mais je trouvais ça intéressant parce que justement, c'est rare que c'est constructif entre opposants, mais c'est un peu ça le truc central du jeu, t'sais. Ouais, carrément, t'as comme pas le choix de travailler ensemble, même si t'es en compétition, tu sais. Puis les 2 ont intérêt à ce que la ville fasse le plus de points possible, tu sais. Ouais. Là où peut-être, tu sais, le nombre de joueurs va vraiment faire une différence, c'est au niveau du draft. Parce que là, on avait joué à 3 avec David. Tu sais que la main que tu avais au départ, elle va te revenir. Ouais. Tandis que si tu joues à 7 joueurs, ben peut-être que ta première elle va revenir une fois, mais dur de dire qu'est-ce qui va rester dedans, tu sais. C'est ça. Fait que tu as un aspect de prédiction un peu meilleur quand tu joues à un nombre plus faible. Puis c'est ça, dans l'édition Sunshine, ils ont aussi rajouté des modules pour comme peaufiner le mode solo puis le mode 2 joueurs. En fait, je suis même pas sûr que le mode solo était dans l'édition originale. Ouais, non, au départ, c'était pas possible. Puis là, c'est ça, ils ont... Moi, je l'ai pas essayé. Toi, l'as-tu essayé? Pas encore. C'est une expérience assez différente. J'avais commencé à le regarder. Mais c'est l'automa score vraiment d'une façon complètement différente de toi. Il y a un plateau à lui, puis les tuiles, selon l'ordre dans lequel il arrive, ça fait des points différents, puis selon comment ils sont positionnés. C'est vraiment particulier. L'automa est
pas du tout comme un humain, là. C'est vraiment un variant. C'est pas la même chose du tout. Est-ce que t'as un contrôle sur ce que lui va drafter? Dans le fond, quand il draft, c'est-tu semi-random ou il y a des choses qu'il va aller chercher en priorité, fait que si tu t'arranges pour y laisser, tu peux un peu savoir qu'est-ce qu'il va prendre? Il y a des cartes, en fait, qui vont dicter son comportement. Fait qu'en fonction des cartes qu'il va avoir, il va comme essayer de faire des points d'une façon ou d'une autre. Mais sont pigés à son tour ou c'est dès le début, mettons? Sont piochés à son tour. Ok, fait que tu peux plus ou moins prévoir. C'est ça, tu sais, toi, il faut vraiment que tu maximises tes affaires. Lui, il va progresser, il y a des niveaux de difficulté, puis il va faire plus ou moins de points en fonction du niveau de difficulté que tu lui donnes. Ok. Mais tu sais, t'as vraiment moins d'interaction avec le ben, ça serait dur de faire un jeu de draft en solo, là. Exactement, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment un variant qui change complètement là, l'expérience de jeu. Quand tu joues à 3, ben à 2 plus un IA, c'est moins pire. Tu sais, là, il se comporte pas de la même façon. Ok. Mais de toute façon, j'ai pas l'impression que c'est vite de même, je pense pas que c'est là qu'il va shiner le plus, puis que c'est pour ça que je recommanderais de l'acheter, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, tu veux jouer à ça pour l'aspect compétitif, c'est ça, tu sais, c'est ce morceau-là qui est le fun, c'est de construire, mais en même temps... Ensemble, mais je veux le faire mieux que toi. C'est ça. C'est ça, comme tu dis, t'as la balance à faire, tu sais, faut que t'équilibres tes deux villes. Mais quand tu joues avec les districts, faut que tu watches ce qui se passe ailleurs tout le temps sur les autres villes, parce que là, c'est là aussi que les autres joueurs avec lesquels t'es pas voisin, que ça peut affecter ta partie. Mm-hmm. En plus du draft. En plus de temps. Puis c'est ça, c'est un jeu quand même assez rapide, ça là aussi, là, à peu près une demi-heure, puis votre partie va être faite, là, peu importe le nombre de joueurs, là, comme on dit, ça change pas tant que ça. Ben là, si on veut tomber dans les comparaisons, mettons, c'est sûr que lui, il va aller accommoder un plus grand éventail en termes de nombre de joueurs, là. Beer and Bread, c'est 2 uniquement, tandis que lui, tu sais, mettons un ou deux, c'est possible, c'est peut-être pas l'idéal, mais l'option est là, mais ça peut aller jusqu'à 7 joueurs, tu sais. C'est ça, tu sais, je dirais pas que c'est un party game, mais tu sais, si t'as une soirée où il y a plein de monde, tu sais, tu peux quand même le sortir. Puis ça s'explique rapidement, ça se joue rapidement, puis t'as quand même un puzzle qui peut être cool. Tu sais, souvent les jeux à beaucoup de joueurs, tu sais, on va essayer ça va surtout être des jeux de party, des jeux de rôle un peu nono. Mm-hmm. Là, on reste avec un certain puzzle pour tout le monde. Ouais, c'est simple, mais ben un peu comme Sky Team, là, c'est simple, mais on a quand même un bon niveau de puzzle pour essayer de tout maximiser comme il faut, là. Puis tu sais, c'est un beau jeu pour finir une soirée, mettons. Ouais, parce que c'est ça, c'est pas compliqué à prendre en main. Les règles, ça prend pas trop de temps à expliquer. Ce qui est le plus compliqué, c'est de dire comment scorer les différentes tuiles, puis tout le monde a un aide-mémoire pour le savoir, fait que... Puis ouais, c'est ça. Tu pourrais à la limite dire ils scorent tous différemment, check ton aide-mémoire. Si t'as des questions, je vais y répondre. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben, peux-tu m'expliquer toutes les tuiles, s'il te plaît? Parce que c'est un peu poche que tu me laisses m'arranger. Ah, là, c'est pas long, là, ça rentre toute une petite carte, là. Il y en a pas 50 non plus, là. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais, fait que, Between Two Cities, à plus grand nombre de joueurs, tu sais, il est plus flexible, tu sais, il est plus accommodant. Beer and Bread, ben, 2 joueurs, assez rapide, facile à sortir, facile à expliquer aussi. Ça se plug bien dans une soirée à deux. Ouais, c'est ça. Les deux sont quand même légers, là. Je pense pas qu'il y en a un qui est bien plus compliqué que l'autre. Non, c'est pas mal similaire. Niveau production, tu sais, les deux sont corrects, là, tu sais, sont beaux. Je dirais que, tu sais, y a pas de grosses lacunes, ni d'un bord ni de l'autre.
On voit bien les symboles sur les différents quartiers dans Between Two Cities, toutes les pièces en bois de Beer and Bread, c'est facile de reconnaître les différentes ressources. Même si au niveau, admettons si quelqu'un serait daltonien dans Beer and Bread, toutes les icônes ont des formes différentes, les pièces de bois ont des formes. Fait qu'on pourrait les distinguer sans pouvoir distinguer les couleurs. Between Two Cities, ce serait peut-être un petit peu moins évident, mais c'est pas dramatique non plus. Ils ont des formes différentes, je pense. Ouais, ils ont des formes différentes, mais tu sais, je pensais surtout au bord, tu sais, que c'est toutes des carrés, mais avec un symbole différent dans le carré. Mais c'est pas dramatique. Il est assez accessible au niveau de sa présentation aussi. Mm-hmm. Dans les deux cas, on a de l'interaction, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est du draft. Between Two Cities. Un petit peu plus parce que oui, tu sais, il faut que tu te consultes avec l'autre pour savoir quelle tuile va où. Mais tu sais, c'est pas tu sais, c'est pas la même. C'est ça, il y a pas de take that, il y a pas de grosses affaires intenses entre les joueurs là, tu fais surtout que là c'est vraiment des interactions constructives dans le cas de Between Two Cities, tu sais, c'est pas tu te tapes pas dessus, tu t'écœures pas, là, ça se passe bien. Non, pis dans Beer and Bread, ben sûr, t'as le draft, t'as tes excédents de ressources que t'es obligé d'offrir à l'autre. Quand tu draftes pas, t'as comme des cartes communes que tu peux aller changer avec si tu penses que l'autre veut les prendre avant toi, là, mais c'est ça. Encore là, pas un gros niveau d'interaction. Là. Non, c'est ça, c'est quand même ça. Tu fais ta petite affaire, pis t'essaies de faire tes points. Ce qui les relie le plus, c'est vraiment l'aspect de comme j'ai deux affaires puis je veux c'est la plus basse des deux qui est mon score final, fait que j'ai vraiment intérêt à ce que les deux soient hautes puis le plus proche possible, tu sais. Ouais. Puis l'aspect de draft qui est aussi présent dans les deux. Moi je pense que ça fait le tour. Ouais. Moi je pense qu'on a trouvé le parfait équilibre dans l'argumentation. Une place où ce que j'espère les votes seront pas équilibrés puis que ça va tout aller du côté de #TeamSam avec Between Two Cities. Ah, j'irais pas là, moi. Moi, si j'étais vous, j'irais du côté de #TeamVince avec Beer and Bread. De toute façon, c'est qui aime pas le pain pis la bière, tu sais, c'est cool, c'est festif. Tu sais, les architectes, eux autres, sont tous sérieux, devant leur ordi, à planifier, pis tout ça. Ouais, mais qui vit pas dans une ville ou un village? C'était ouais, mais... Hein? C'était... Cette ville-là est pas entre deux autres villes. Ah, ça dépend. C'est sur une péninsule, la ville. Ok, là, on cherche loin, là. Ouais, c'est ça. On va s'arrêter là, je pense. Et si vous voulez voter, vous avez pas besoin de chercher loin. Vous pouvez aller sur notre Discord, vous pouvez aller dans les commentaires YouTube, sur notre publication Facebook, sur notre Instagram. Dites-nous lequel de ces deux jeux-là vous tente le plus. Puis ce serait quoi, vous, votre jeu d'équilibre préféré? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pensé qui ont cette twist-là qui sont mieux que ces deux jeux-là? Fait que, écrivez-nous, parlez-nous-en. Puis d'ici là, on aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On aimerait vous remercier, vous, pour votre écoute. Puis on remercie tout particulièrement nos Patreons qui nous supportent et nous encouragent et nous permettent de continuer cette belle aventure qui dure maintenant depuis 2 ans. Oui, on aimerait au moins doubler le score. Au moins. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On dit à plus. Bye. Oui, il y a son petit couteau là qui monte à Gamora quand elle est kid là. Il y a une dague à 2 lames là, puis comme c'est perfectly balanced. Ouais.
Sauf que là, je vois rien à rajouter à ça. Je vais pouvoir couper tout ça parce que ma joke, la moitié Ça a été de l'expliquer. la moitié du podcast, comprend pas. Fait que j'imagine que ça va être la même chose avec notre auditoire. Ouais, j'étais un peu fatigué aussi, là. C'est moi qui est pas, à haut niveau aujourd'hui non plus. T'aurais besoin d'être balancé. Oh!